Alors, il s'appelle le premier, le plus ancien, je veux dire, Sidoine Apollinaire, qui est un patricien né vers 430 et qui terminera sa vie comme évêque de Clermont-Ferrand entre 471 et 486, issu d'une des plus nobles familles gallo-romaines, apparenté même à plusieurs empereurs, a connu et abondamment profité pendant sa jeunesse du luxe et des plaisirs mondains. J'ouvre ici une très rapide parenthèse historique. Il faut bien avoir conscience que les invasions successives des peuplades germaniques en Gaule, les Goths, les Burgondes, les Francs, tout au long du Ve siècle, que ces invasions n'ont pas mis le pays à feu et à sang, n'ont pas été l'occasion de dépopulation profonde, elles n'ont pas eu de conséquences démographiques tragiques, si vous voulez. Il n'y a pas de massacre, et moins encore, naturellement, de génocide. Mais que ces invasions ont eu quand même un effet considérable en ce qu'elles ont entraîné la désagrégation complète de la société gallo-romaine. On était en effet en présence d'une civilisation urbaine, comme dans tout l'Empire romain, donc fondée sur la centralité de la ville par rapport à la campagne environnante. Et ce qui va se passer avec l'arrivée des barbares, c'est que les villes vont être désertées par les élites qui se retirent dans leurs villas fortifiées. Et en fait, il faudra attendre le XIIe siècle pour que la ville, avec tout ce que ça comporte de potentiel à la fois économique et culturel, renaisse véritablement. Donc, un bouleversement complet des données économiques et, de ce fait, un anéantissement à peu près complet des structures administratives et des structures scolaires également. En fait, le seul haut fonctionnaire romain qui reste en place dans la ville et qui persiste à incarner l'autorité publique au cours de toute cette époque mérovingienne, c'est l'évêque. L'évêque qui donc exerce non pas seulement un magistère spirituel, mais aussi et peut-être surtout une fonction politique et économique. C'est lui qui collecte et qui redistribue les richesses. Aussi bien les grands personnages mérovingiens, les grands saints mérovingiens, dont le modèle le plus célèbre c'est Saint Martin de Tours, eh bien les grands saints mérovingiens sont tous des évêques. Cette littérature latine du Moyen-Âge va prendre deux directions tout à fait opposées. Je simplifie naturellement un petit peu. Alors, d'un côté, c'est la tentation baroque, ou plus exactement la tentation précieuse. Face aux assauts venus de l'extérieur, on se replie, j'allais dire même on se recroqueville sur une culture extrêmement élitiste. On pratique à l'intention d'un tout petit cénacle de gens qui ont reçu la même éducation, une littérature très savante, que seuls les happy few sont capables de déchiffrer. Et on retrouvera plus tard, notamment au Xe siècle, au moment des invasions normandes, une situation un petit peu analogue, d'une écriture très baroque, de gens qui se replient sur leur science par peur peut-être de l'extérieur. De l'autre côté, on s'efforce au contraire de s'adapter aux nouvelles conditions de communication. On essaie d'écrire simple pour le public le plus large possible, en poussant à la limite les prescriptions données par le De Doctrina Christiana. Et là, il y a aussi un filon très, très, très riche dans la tradition ultérieure. Enfin, tous les auteurs de prose narrative, notamment les auteurs de chroniques, les auteurs de ces textes qui deviendront traduits en français les romans au XIIe siècle, vont plutôt emprunter cette voie de la simplicité stylistique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de milieu entre le style bas et le style élevé, ce qui, au fond, dénote le caractère de plus en plus artificiel au bon sens du terme, c'est-à-dire fabriqué par l'art de la littérature médio-latine par rapport à l'expression orale. Je crois qu'il faut bien comprendre cette dimension artificielle, mais encore une fois au sens de fabrication de l'art, pour comprendre, pour apprécier à sa juste valeur le Moyen-Âge latin. Lorsque Sidoine commence sa vie publique, le destin de l'Empire n'est pas encore définitivement scellé. Sans doute, les choses vont mal et les barbares s'infiltrent de partout. Mais peut-être cet héritier d'un millénaire de culture gréco-latine très raffinée
nourrit-il encore l'illusion que tout ça va s'arranger, n'est-ce pas, comme faisait Simac une soixantaine d'années plus tôt, mais cette différence près que Sidoine, lui, est chrétien. Alors, sur les détails de sa carrière, je vous renvoie à la thèse magistrale d'André Loyen, Sidoine Apollinaire ou l'esprit précieux en Gaule, Paris 1943. C'est André Loyen qui a aussi procuré dans la collection des belles lettres, Guillaume Budet, l'édition en 3 tomes de l'œuvre de Sidoine. Sidoine qui, pendant les 40 premières années de sa vie, promène sa nonchalance raffinée de villa en palais, de mariage princier en mariage princier. C'est un grand spécialiste de l'épithalame, n'est-ce pas? On lui demande toujours de composer des poèmes, donc ces poèmes qui sont spécifiques pour les mariages, qui sont les épithalames nourris de références historiques et mythologiques. Sa situation va changer radicalement en 471 lorsque, dans une situation de crise, il est, en raison de la noblesse de ses origines et de la droiture de son caractère, promu évêque de simple laïc qu'il était, pour faire face aux urgences politiques et militaires, ce dont il s'acquittera avec courage et dignité. Mais le Sidoine qui nous intéresse, c'est le Sidoine d'avant l'épiscopat, le dilettante, le snob, l'érudit, le bon vivant, qui occupe ses loisirs confortables à mettre au point un recueil de poèmes, 32 pièces en tout, de longueur très variable, poèmes qui sont, du point de vue de la forme, de véritables bijoux ciselés dans leurs moindres détails. Sidoine a ceci de sympathique, son optimisme incurable, sa bonne humeur, son sens de la douceur de vivre. On l'a caractérisé comme un poète de la douceur de vivre, mais de la douceur de vivre au sens où Talleyrand disait, vous le savez, qui n'a pas vécu avant la Révolution, on ne sait pas ce que c'est que la douceur de vivre. Il a cela quand même de moins supportable à nos yeux, son pédantisme incroyable. Sidoine est un homme de cabinet, un homme de bibliothèque, et c'est la quintessence d'une expérience culturelle millénaire qu'il s'efforce de rassembler dans son mince ouvrage, d'où un effet d'obscurité extrêmement fatigant. Au fond, c'est un peu comme Simac, qui n'a pas grand-chose à dire. Toute sa poésie est une poésie de circonstance, mais plutôt au mauvais sens du terme. En fait, elle trouve sa propre fin, cette poésie, elle trouve sa raison d'être dans le pur travail de la forme, dans le jeu sur le signifiant, avec tout ce que un tel jeu peut avoir de passablement gratuit. Chaque vers, et j'allais presque dire chaque mot, y renvoie des échos à une tradition inépuisable, à tel point qu'il faut, et qu'il fallait sans doute déjà de son temps, un dictionnaire assez bien garni pour arriver à comprendre tout ce qu'il a voulu dire. Dans son genre, Sidoine a du talent, un talent qui sera hautement admiré au Moyen-Âge, et qui est celui le talent de ciseler dans le marbre d'une expression parfaite les petits riens de la vie de tous les jours. Sans doute ne parle-t-il plus guère à notre sensibilité, moins que la véhémence naïve de Césaire, par exemple, que toutes ces œuvres nous font apparaître comme un personnage de chair et de sang, et sommes-nous quelque peu agacés par l'aveuglement volontaire de ce contemporain de Clovis qui n'a rien vu, rien compris, ou rien voulu voir, rien voulu comprendre. J'aimerais pourtant essayer de le laver au moins en partie de cette accusation d'inconsistance. L'interprétation que je vais vous proposer maintenant, que je vais suggérer simplement, est une interprétation toute personnelle, peut-être un peu anachronique, prenez-la pour ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle renferme quand même un fond de vérité. La préciosité en littérature, toute préciosité est un masque. Sous les chatoiements de la forme, elle est l'indice d'une angoisse peut-être existentielle, mais sans doute plus encore métaphysique, d'une angoisse profonde. Et là, je vous renvoie ici aux travaux de mon vénérable et éminent collègue Jean Rousset, pour ce qui est de la poésie baroque et précieuse française, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, mais vous pouvez aussi penser à l'œuvre poétique, à des niveaux un petit peu différents de profondeur, d'auteurs plus récents, comme Théophile Gautier ou comme Stéphane Mallarmé, voire encore plus près de nous à l'œuvre romanesque d'un Georges Perec, qui est une variation ludique et érudite autour de cette horreur innommable d'Auschwitz. Les précieux sont en effet habités par la conscience tragique, et ça Rousset l'a bien montré, par la conscience tragique de l'impermanence du monde qui s'écroule et qui s'écoule comme du sable entre leurs doigts,
hanté aussi par le vide, creusé par l'absence provisoire ou définitive, on ne sait, de sens de l'histoire, et même peut-être absence peut-être de Dieu dans l'histoire. Or, ce vide, il faut le combler, et pour le combler, eh bien, on ne peut pas le combler au moyen d'objets, puisque ces objets sont inconsistants, ils sont labiles, ils sont fugaces, mais on le comble au moyen de mots, et des mots qui renvoient à des objets qui n'existent même pas, voire l'importance des néologismes, des distorsions syntaxiques, de la surcharge expressionniste dans toute cette tradition littéraire. N'est-ce pas? Il s'agit d'habiller le vide et de l'habiller somptueusement. Les mots, on n'a que ça, dirais-je cette fois pour citer Samuel Beckett, qui cultive un autre genre de maniérisme. Alors, n'est-ce pas, je dessine peut-être un portrait bien noir de l'auteur qu'on a l'habitude de représenter sous le masque plutôt jovial de Sidoine Apollinaire. Je me demande quand même si sa façon d'écrire, sa façon de remplir de mots le désastre dont il est témoin, et on pourrait citer à son époque plusieurs autres écrivains issus du même milieu et qui adoptent le même genre de principe esthétique. Je me demande si cette façon d'écrire ne doit pas s'interpréter comme une sorte de réaction, plus ou moins consciente, à la catastrophe dont il est le témoin direct et atterré, et où il voit sombrer tout son univers, disparaître tous ses points de repère moraux, historiques, ethniques, familiaux. Il y a après tout une certaine grandeur, à mes yeux du moins, dans l'attitude qui consiste à danser sur la crête du volcan. Sans doute également, mais c'est une explication un petit peu plus faible, est-il naturel, quand on se sent de plus en plus minoritaire dans sa culture, au milieu d'un océan de barbarie, de se replier sur des vieilles valeurs, d'exacerber encore leur particularité à ces valeurs. Le baroque du Ve siècle serait une sorte d'attitude défensive face à cette situation obsidionale, à cette situation d'encerclement de plus en plus étouffante. Enfin, quoi qu'il en soit, je tiens pour un chef-d'œuvre d'humour, mais de cet humour considéré comme politesse du désespoir, le petit poème dont je vous lis maintenant la traduction, vous l'avez d'ailleurs sous les yeux, de Carmen XII au sénateur Catulinus. Pourquoi me demandes-tu? Essayez, le latin est difficile, essayez si vous en avez la compétence de suivre sur le latin, qui est beaucoup plus savoureux encore que la traduction française, pourtant bonne, d'André Loyen. Pourquoi me demandes-tu de composer, en serais-je même capable, un poème en l'honneur de Vénus, amie des champs fessénins, quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j'ai à supporter leur langage germanique et à louer incontinent, malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé qui s'enduit les cheveux de beurre rance? Veux-tu que je te dise ce qui brise l'inspiration? Mise en déroute par les plectres barbares, Thalie méprise les vers de 6 pieds, depuis qu'elle voit des protecteurs qui en ont 7. Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n'as pas à subir l'odeur de l'ail ou de l'oignon infect que renvoient dès le petit matin 10 préparations culinaires. Toi qui n'es pas assailli, avant même le lever du jour, comme si tu étais leur vieux grand-père ou le mari de leur nourrice, par une foule de géants si nombreux et si grands qu'à peine les contiendrait la cuisine d'Alkinoüs. Mais déjà ma muse se tait et retient les rênes après ce badinage de quelques endécasyllabes, de peur qu'on ne les appelle encore une satire. Alors, s'il n'était pas si ardu sur le plan linguistique, ces quelques vers mériteraient sans doute à peine un commentaire. Essayez d'imaginer la scène, n'est-ce pas? Elle se passe à la fin des années 450 ou au début des années 460. Les aristocrates lyonnais, vieille capitale des Gaules, à cette époque Sidoine réside à Lyon, ont vu leur palais réquisitionné au profit des auxiliaires burgondes recrutés en défense de l'Empire, pour défendre l'Empire contre des barbares encore plus méchants et plus cruels. Et voyez que le malheureux maître de maison, poli par des générations et des générations de savoir-vivre, qui se voit contraint de subir dès l'heure du petit déjeuner les criailleries et les accolades fougueuses et malodorantes de colosses blonds et barbus, au demeurant plein des meilleures intentions du monde. Et je crois qu'on a rarement décrit avec plus de pertinence et plus de verve désopilante ce qui s'appelle le choc des cultures. Mais ce qui est peut-être le plus amusant, en tout cas le plus susceptible de susciter le rire des lecteurs cultivés de cet épigramme, comme le sénateur Catulinus, c'est le décalage entre la scène grotesque et prosaïque qu'elle évoque et les moyens linguistiques extraordinairement raffinés qu'elle met en œuvre pour cette évocation. Très rapidement, j'en énumère quelques-uns au passage.
La versification d'abord. Bon, on a affaire à des endécasyllabes, des vers de 11 syllabes, qui est un vers assez rare. C'est un vers parfois utilisé par la satire, celle de Martial, mais c'est un vers qui se signale surtout par son archaïsme. Et les poètes précieux sont souvent, comme vous le savez, des archaïsmes. Selon la tradition, ce vers en décasyllabes serait même antérieur à l'introduction en latin de la versification de type grec. Donc il y a là peut-être une forte volonté de souligner son appartenance à la romanité. Notez aussi les allusions mythologiques, un petit peu tirées par les cheveux, mais qui vont dans le même sens. Il ne faut pas oublier que Sidoine est chrétien, mais désormais la mythologie n'est plus dangereuse et elle peut servir d'ornement poétique. Dionée au vers 2, c'est un synonyme précieux de Vénus. Il est question de Thalie. Thalie au vers 10, c'est la muse de la comédie, mais c'est aussi la muse de la poésie en général. Quant au gigantes du vers 18, ce sont non pas des géants comme tous les géants, si je puis dire, mais ce sont ces monstres qui ont menacé l'Olympe de la même façon que les barbares menacent la romanité. Alkinoos renvoie une allusion à l'Odyssée, c'est le roi des Phéaciens. Notez en troisième lieu les mots composés, ces mots sonores qui sont bien caractéristiques d'un vocabulaire qui se voudrait épique, du style sublime, donc. Notamment ce grand mot feskenin Nicolai, les Vénus qui aiment les chants fessénins, les chants d'amour, hein, les chants de mariage. Au vers 2. Au vers 3, le mot typiquement épique, crinigeras, hein, porte-chevelure. Les barbares, les cohortes porte-chevelure, n'est-ce pas? C'est allusion à la coiffure des barbares. Ou encore, un peu plus bas, le jeu sur au vers 10 et 11, le jeu sur le sénipes et le septipes. Alors il ne peut plus écrire des vers de 6 pieds, c'est-à-dire des vers épiques, parce qu'il est dérangé par des barbares de 7 pieds, c'est-à-dire des barbares qui mesurent 7 pieds de haut, hein, qui sont gigantesques. Quatrième trait encore très rapidement, le jeu des sonorités, les allitérations très, très sonores, par exemple au vers 9, 10, les allitérations en B puis en S, hein, Barbaricis, abacta, plectris, spernit, senipedem, stilum, talia, certainement un jeu là sur les phonèmes, notamment consonantiques, qui est tout à fait concerté, tout à fait voulu. Donc, un style élevé, mais un style élevé qui est aussitôt corrigé parce que vous voyez que ce poème est aussi le lieu d'un mélange de styles tout à fait caractéristiques. Et qu'à côté de ces grands mots sonores, il y a toute une série de mots bas qui sont employés par Sidoine pour produire un effet de bigarrure typiquement maniériste. Des mots comme butyro, hein, akido-butyro, le beurre rance, ou encore plus loin, képé, les oignons, l'adjectif au vers 6, l'adjectif esculentus, baffreur, goinfré, enfin, c'était le diminutif plus loin, vetulum, au vers 16, comme si tu étais leur vieux grand-père, n'est-ce pas? Ça, c'est bien traduit. Ou encore, au vers 15, ructant, hein, ils éructent, ils rotent littéralement. Donc il y a toute une série sémantique ici qui décrit tout un imaginaire de la mangeaille, si vous voulez. On a ici une mini-épopée, si j'ose dire, une mini-épopée du beurre rance et des relents d'oignons. Alors on pourrait poursuivre longtemps, hein, c'est un véritable feu d'artifice. Chaque vers est destiné à produire un effet, ou pour parler plus vulgairement, destiné à épater le lecteur. Alors il me semble que sur un poème de 22 vers, ça passe très bien. Quand il s'agit de poèmes de 600 vers, c'est un petit peu plus difficile à supporter. Le défaut de Sidoine, c'est de ne pas savoir se retenir, mais s'il savait se contrôler, n'est-ce pas, il ne serait plus un baroque. Quoi qu'il en soit, la dissonance volontaire entre le style et le sujet traité, d'une part, les ruptures de ton internes au poème, d'autre part, produisent un effet de comique grinçant, tout à fait caractéristique, me semble-t-il, de l'art maniériste. Alors, et c'est peut-être c'est la conclusion, mais je pense que ça mérite peut-être d'être médité, il y a là une leçon que n'oubliera pas le Moyen-Âge latin. Le Moyen-Âge latin, à qui il arrivera assez souvent de se placer sous l'invocation de iocus. Iocus, le jeu, la plaisanterie. Vous
voyez que ici, c'est tout à fait à la fin du poème, Sidoine emploie un mot composé de yokus, qui est le participe passé yokata au vers 21. Il y a en effet au Moyen-Âge tout un courant littéraire, surtout poétique, mais pas uniquement poétique, dont on pourrait suivre notamment la trace entre le 9e et le 13e siècle, et qui sera relayé par des auteurs français comme Jean Bodel, par exemple. Un courant littéraire qui joue sur ces effets de rupture stylistique et de distanciation ironique. Mais l'influence de Sidoine s'étendra encore bien au-delà de cette influence, disons, thématique. En effet, peu d'écrivains antiques ont été lus aussi passionnément par le Moyen-Âge que Sidoine Apollinaire, comme le prouve le nombre très considérable de manuscrits que l'on a copiés et conservés de son œuvre. Et c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé, outre que quand même je tenais, même si je l'ai fait un peu trop rapidement, à lire avec vous ce poème que j'aime bien sur le breakfast des Burgondes. Alors on peut bien sûr s'étonner de ce succès médiéval de Sidoine, s'agissant d'un auteur si difficile et par ailleurs si inactuel, si peu en prise sur son époque. Mais en réalité, il me semble que ce succès s'explique très bien. En effet, à partir du moment qu'on peut dater du IXe siècle, où le latin cessera définitivement d'être une langue maternelle, d'être une langue de communication quotidienne courante, donc deviendra, avec tout ce que ça implique, non pas encore une langue morte, mais une langue artificielle et artificieuse, enfin au sens que je disais tout à l'heure, eh bien, il sera tout naturel que l'on aille rechercher pour modèle ce qu'il y a de plus artificiel dans l'artificiel, de plus artificieux dans l'artificieux, l'œuvre de Sidoine. À telle enseigne d'ailleurs que les stylisticiens du XIIIe siècle vont monter en épingle comme l'exemple le plus achevé de latinité, ce qu'ils appellent le stylus sidonianus, le style sidonien, et beaucoup s'essaieront à écrire avec ce style précieux. Un seul exemple, si vous voulez, le modèle canonique de la description des personnes, qui commence par la description de la chevelure pour descendre graduellement partie du corps par partie du corps, jusqu'à celle des pieds, et dont on trouve des centaines d'exemples dans la littérature médiévale, aussi bien latine que dans toutes les langues vernaculaires. Dans Chrétien de Troyes en particulier, notez la description de Sordamore, dans Cligès par exemple, ou dans l'Énéas, la description de la vigne, est bâtie sur ce même modèle. Eh bien, ce modèle de description a été précisément inventé par Sidoine Apollinaire. Donc, une influence, vous voyez, loin d'être négligeable. Alors voilà, donc il aurait été assez logique d'imaginer que l'écriture littéraire en latin, à la fin de l'Antiquité ou au début du Moyen-Âge, suive tout naturellement, à mesure que progresse l'ignorance de la langue, la pente indiquée par Augustin et illustrée par Césaire et par les dialogues de Grégoire le Grand, c'est-à-dire la pente du stylus humilis, du style bas. Mais vous voyez aussi qu'à côté de cette lignée qui reste bien sûr féconde, bourgeonne un autre rameau, issu d'œuvres comme celle de Sidoine, qui va au contraire dans le sens de la plus grande complication et de l'ornement le plus surchargé. Cela pour dire tout simplement, comme je l'énonçais en commençant, que l'histoire littéraire, loin d'obéir à des directions simples, emprunte volontiers la voie de hasards singulièrement tortueux.